Merci beaucoup pour cette inversion. Je tiens d'abord à remercier donc, les organisateurs de nous avoir invités aujourd'hui à présenter donc, nos travaux de recherche. La présentation que je vais faire a été réalisée donc, par moi-même, Éric Duviella, et par donc, Stéphane Lecoeuf, de l'école des mines de Douai et de l'unité de recherche en informatique et automatique. Donc, elle s'intitule Technique d'estimation pour la modélisation et le suivi des systèmes environnementaux. Donc là, on va redescendre d'une échelle, puisqu'en fait, on va récupérer l'ensemble des informations issues des capteurs, donc l'ensemble des données. Et à partir de ces données, donc, on va pouvoir les traiter pour mettre en place des techniques de modélisation, des techniques de suivi, des techniques de conduite de système. Donc, deux mots sur la présentation de notre unité de recherche en informatique et automatique, donc dépend de l'école des mines de Douai. C'est une jeune unité qui a été créée donc, en 2008. Elle compte 13 enseignants-chercheurs. Et elle est construite autour de 3 domaines principaux qui vont du génie logiciel à l'automatique en passant par l'intelligence artificielle et au génie informatique. Donc, les techniques qu'on développe sont dédiées au développement d'outils et de méthodes permettant de comprendre, concevoir et gérer les systèmes évolutifs avec différentes applications qui vont des systèmes de transport et de la robotique aux espaces intelligents, aux systèmes d'énergie et finalement aux systèmes environnementaux. Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui au niveau de la présentation essentiellement aux systèmes environnementaux. Donc, de façon globale, les objectifs scientifiques de notre unité de recherche s'intéressent à l'ingénierie des systèmes évolutifs, avec d'une part l'amélioration de la conception des systèmes. Donc, on va avoir un système donné. Donc, comment on va pouvoir mettre en place des techniques permettant de faciliter l'autogestion de ces systèmes en leur apportant des caractéristiques et des capacités d'autonomie de décision. Et par rapport à un système en lui-même, comment on va pouvoir mettre en place des techniques permettant de faciliter son exploitation. Par rapport à des démarches de modélisation, donc mieux comprendre son comportement, par rapport à des démarches qui vont permettre de prédire ses évolutions, et par rapport à des démarches qui vont permettre de simuler de nouvelles stratégies de conduite et de prédire et d'adapter ces stratégies de conduite en fonction de ces évolutions. Donc, au niveau des systèmes environnementaux, donc, comme je l'ai dit, on va faire un focus sur ces systèmes-là. Donc, il y a différentes caractéristiques. Donc, c'est des systèmes qui vont être complexes, donc avec différentes dynamiques, qui peuvent être des dynamiques non linéaires, des structures en réseau, des dynamiques à commutation. Ces systèmes-là vont être, par définition, évolutifs, c'est-à-dire qu'ils vont être influencés de façon interne par rapport à leurs caractéristiques intrinsèques, mais aussi par rapport à des influences externes. Bien entendu, ça va être de grandes dimensions, avec des problèmes d'observabilité et d'identifiabilité. On va prendre en compte les fortes interactions et des perturbations non mesurées, puisqu'en fait, on va considérer que la connaissance exhaustive de l'ensemble des phénomènes n'est pas mesurable, enfin, est difficilement mesurable. Et bien entendu, on va prendre en compte l'usage lié à l'activité humaine. Donc, au niveau des enjeux associés à ces systèmes, on va essayer d'améliorer la compréhension de ces systèmes en essayant de proposer des méthodes de modélisation qui vont permettre de reproduire, de comprendre et de reproduire le comportement dynamique de ces systèmes-là et de regarder un petit peu leur évolution. Donc, on va se baser sur des modélisation des phénomènes physiques et de leur interaction, la réalisation de simulateurs et la prise en compte des évolutions possibles de l'environnement, du système environnemental. L'idée, par rapport à l'ensemble de ces techniques, c'est de proposer une amélioration de la conduite et donc de la gestion de ces systèmes. Donc la particularité de nos approches, c'est qu'elles sont essentiellement basées sur les données et donc l'utilisation des données mesurées au niveau des systèmes. Donc, les outils proposés sont synthétisés sur ce schéma. Donc, on va voir un système environnemental. Par rapport à ce système environnemental, on va avoir un ensemble de capteurs, donc qui vont être actifs, en général actifs, soit passifs. Par rapport à l'ensemble de ces données mesurées, c'est là où on va intervenir au niveau de notre savoir-faire par rapport à la proposition de techniques d'estimation pour obtenir un modèle de ce système.
donc reproduire sa dynamique, avoir une meilleure compréhension de cette dynamique, voire avoir des modèles récursifs qui permettent en fait de suivre les évolutions du système au cours du temps. À partir des données mesurées, on va aussi pouvoir proposer des approches de classification qui vont permettre d'obtenir une classification, une cartographie des différents modes de fonctionnement, et donc une classification de ces modes de fonctionnement. Et là, de la même façon, on va pouvoir suivre l'évolution de ces modes de fonctionnement au cours du temps. Ensuite, à partir des modèles et de la cartographie des modes de fonctionnement, à partir de méthodes de régulation et de conduite, ainsi que de techniques de prédiction et de suivi de l'évolution du système, on va être en mesure de proposer une conduite adaptative qui va conduire à une gestion efficiente du système environnemental. Donc, au niveau de nos partenariats, donc là, on cite quelques-uns de nos partenaires. Bon, c'est pas, la liste est plus longue que ça, mais on travaille avec l'IRSTEA, avec l'Agence de l'eau, avec la DREAL, avec la communauté d'agglomération du Douaisis, au du Nord, VNF, qui est au niveau des systèmes donc, liés à la gestion de l'eau, qui est un partenaire privilégié, le GIS, AGD2, Veolia, et ainsi de suite. Donc, là, je vais parler un petit peu plus des trois techniques proposées, donc les techniques d'estimation, avec à chaque fois une illustration sur un exemple. Donc les techniques d'estimation que nous proposons, elles sont basées sur l'identification de paramètres de modèles caractérisant la dynamique des systèmes donc, environnementaux. Donc encore une fois, à partir des données entrées-sorties. Donc on va partir essentiellement des données entrées-sorties pour pouvoir modéliser cette dynamique. Donc l'avantage, c'est qu'on est insensible aux conditions d'entrée et d'exploitation définies par les usagers. On s'affranchit d'une connaissance exhaustive des caractéristiques des systèmes, puisqu'en fait, par rapport aux entrées-sorties, on va capter les différentes dynamiques et cette connaissance. Et on va être sensible, bien entendu, aux évolutions de la dynamique, d'où le suivi, des techniques de suivi de ces méthodes. Donc là, on va quelques exemples d'approches proposées, des algorithmes d'identification avec des modèles à état commutant, des algorithmes d'identification récursive pour prendre en compte l'aspect suivi des évolutions du système, des techniques basées sur l'optimisation sparse, des approches ensemblistes pour l'estimation paramétrique des systèmes. Donc, quelques détails là, sur l'identification des systèmes dynamiques. Donc, on a proposé quelques structures de modèles, donc soit linéaires, autorégressifs, où on va venir caractériser, donc identifier les paramètres de notre système. Et donc, on va estimer les sorties à l'instant K en fonction d'un régresseur basé sur les sorties aux instants précédents et des différentes entrées. Donc ça va être pour les systèmes linéaires. On a proposé un système donc, non linéaire autorégressif qui va permettre de réaliser la même structure de modèle, où les paramètres ici vont dépendre d'une fonction ou d'une collection de fonctions non linéaires du système. Et pour les systèmes non linéaires, on va avoir des systèmes affines par morceaux. On va donc découper les modes de fonctionnement en différents modes de fonctionnement et venir identifier les paramètres de l'ensemble de ces systèmes autour de modes de fonctionnement ou de points de fonctionnement. Donc là, un premier exemple qui est la modélisation prédictive de crues. Donc, on a travaillé donc, avec la DREAL. Donc si on tape Vigicru, il y a des cartographies qui permettent de donner en temps réel le niveau d'alerte crue lié à un ensemble de rivières. Et donc là, on s'est intéressé en fait au niveau de la Liane. Donc c'est un fleuve côtier de 35 km de long avec un bassin versant de 244 km². Et l'idée, c'était de regarder par rapport à un modèle ARX prédictif, si on était capable, sans connaissance a priori, donc sur les coefficients d'humidité, les coefficients d'évapotranspiration, des choses comme ça, être capable de prédire en fait donc l'instant de l'occurrence du pic de crue ainsi que l'amplitude, mais à 24 heures, en fait, une prévision à 24 heures. Donc au niveau des approches qu'on a fait, donc on avait à disposition un ensemble de données. Et donc on a rejoué des simulations à partir de ce modèle-là. Donc la seule
l'hypothèse, c'est que les pluies futures étaient supposées connues. Et par rapport à ce modèle ARX, donc là c'est une chronique avec différentes crues où ça marche plutôt bien. On arrive à prédire 24 heures avant le pic de crue ainsi que son amplitude. Un deuxième exemple est la modélisation des voies navigables. Donc on travaille notamment avec Voies navigables de France sur le réseau de navigation du Nord-Pas-de-Calais, et notamment avec un bief ici donc, qui se situe au centre de ce réseau, qui est le bief Coinchy-Fontinette. Donc c'est un bief qui fait 42 km de long. C'est un système dynamique à surface libre. Et il va être caractérisé. Donc on a une grosse écluse ici en aval qui va occasionner, lorsqu'on va l'utiliser, des phénomènes de résonance qu'on voit à ce niveau-là, avec des vagues d'une amplitude de plus de 20 cm et qui va remonter en fait le canal et qui va en fait se répercuter d'amont en aval avant de s'atténuer. Donc on voit ici sur cette simulation de 2 jours que pendant les périodes de nuit où il n'y a pas de navigation, on voit que petit à petit l'onde finit par se stabiliser. Et donc, on a proposé par rapport à ce système un modèle boîte grise. Alors, pourquoi boîte grise? Parce qu'on a considéré qu'on connaissait les retards. C'est un système à retard. On a considéré qu'on connaissait les retards, qu'on pouvait les identifier. Mais après, on utilisait donc un modèle d'identification pour venir représenter la dynamique du système avec des résultats qui sont très corrects. Donc, on a un exposé aussi que vous avez peut-être vu sur la modélisation boîte grise des systèmes, des systèmes hydrauliques à surface libre. On va passer à la deuxième famille d'approches, donc les approches de classification. Donc l'idée, c'est à partir des données de venir cartographier les différents modes de fonctionnement des systèmes, que ce soit des systèmes, les modes de fonctionnement, on va dire normaux, voire les modes de fonctionnement anormaux. Et par rapport à ces techniques, on va être aussi capable de suivre les évolutions du système au cours du temps. Donc, à partir des données mesurées, on va définir des indicateurs qui vont permettre de cartographier, donc de définir une classe correspondant à un mode de fonctionnement. Donc ici, dans l'exemple donné, on va avoir 2 modes de fonctionnement qui vont être des modes de fonctionnement nominal. Et en fonction de l'évolution possible de ces données, de ces mesures, on va pouvoir suivre l'évolution de ces données au cours du temps. Donc ici, sur l'exemple, on va voir le mode 2 qui va, les caractéristiques du mode 2 qui vont s'adapter en temps continu. On va avoir la possibilité de suivre des évolutions avec une migration d'une classe, donc du mode C1 possible. Et on va pouvoir aussi avoir la création de nouveaux modes. Et par rapport à cette technique de classification, on va pouvoir définir des métriques qui vont permettre à la fois de détecter des évolutions de mes systèmes, mais également de les suivre au cours du temps. Donc on va pouvoir mettre en place des approches de pronostic par rapport à ces types d'approches. Donc les techniques de suivi et de prédiction, donc basées sur les méthodes modèles paramétriques de régression et de classification. Donc on se base toujours sur notre savoir-faire. Donc on va être capable de générer des indicateurs de dérive et par rapport à ces indicateurs de dérive, être capable de détecter une évolution et de la suivre au cours du temps. Et par rapport à ce suivi au cours du temps, en définissant des métriques, on va pouvoir définir et proposer une fonctionnalité liée au pronostic, donc à la prédiction en fait, du comportement futur de mon système. Donc les approches proposées sont basées sur des métriques, avec des approches, des modèles donc de modélisation de séries temporelles et de données fonctionnelles qui sont semblables à celles que j'ai présentées précédemment. Donc on a proposé une architecture de diagnostic et de pronostic par reconnaissance de forme, donc avec ici le système naturel évolutif qui nous fournit des données. Par rapport à ces données, on va venir caractériser les différents modes de fonctionnement. Donc là, on a un exemple sur toujours le bief Coinchy-Fontinette avec des données réelles. On va pouvoir ici cartographier le mode de fonctionnement normal. Et on va pouvoir suivre donc, une évolution ici au cours du temps de ce fonctionnement-là, ou un saut, un saut des données et la création d'une nouvelle classe au cours du temps. Donc, par rapport à ces techniques de supervision, on va être capable de suivre et de détecter tout changement et de les suivre. Et après, on va voir
les techniques de pronostic où, par rapport à des modèles de dégradation, on va prédire l'instant futur ou l'état futur de mon système. L'ensemble de ces indicateurs vont être fournis à un outil d'aide à la décision pour la conduite, voire la maintenance des ouvrages et systèmes. Donc, le troisième exemple est un diagnostic de faute, parce que par rapport aux données mesurées, donc on a tout un tas de données mesurées, mais il faut bien entendu que ces données ne soient pas corrompues. Donc on propose des techniques qui permettent de détecter, de diagnostiquer des fautes au niveau des données mesurées. Donc là, on s'est intéressé à une porte qui est donc à R sur la lisse, qui s'appelle la porte de garde. Donc la particularité de cette vanne, c'est une vanne levante qui a 4 modes de fonctionnement. Donc en fonctionnement noyé, en fonctionnement dénoyé, et qui va pouvoir fonctionner aussi dans l'autre sens, qui va dépendre en fait du niveau donc du bief et au niveau du niveau de la rivière. Donc par rapport à ces 4 modes de fonctionnement, on a proposé des modélisations hybrides, mais on a aussi également proposé un modèle de type boîte noire basé sur l'identification. Et par rapport à ce modèle de type boîte noire non linéaire, on a donc défini des architectures basées sur un résidu. Donc le résidu, on va comparer les sorties réelles mesurées avec les sorties nominales issues du modèle. Et par rapport au résidu, on va être capable, si on a un saut au niveau du résidu, être capable de détecter des fautes. Donc là, on a fait tout un tas de scénarios de fautes au niveau donc, des limimètres, donc des mesures de niveau en amont, en aval, et également donc, la vanne est équipée d'un débitmètre, au niveau du débitmètre également. Et par rapport à notre approche, on a des résultats au niveau du diagnostic de fautes assez intéressants. Donc l'ensemble de ces outils, finalement, on n'a pas oublié le but principal, qui est la proposition de stratégies de conduite. Donc l'idée de ces stratégies de conduite, c'est d'optimiser, bien entendu, la gestion de ces systèmes. Donc par rapport à l'optimisation de ces stratégies, de ces gestions de systèmes, on propose des méthodologies permettant d'adapter ces stratégies. Donc en fonction de l'état actuel du système, de l'état futur, on propose des possibilités d'adapter ces stratégies de gestion pour tenir compte de ces évolutions possibles. Donc on parle ici de modes de fonctionnement anormaux avec une anticipation de ces modes au niveau de la conduite de système. Donc au niveau des approches proposées, on a proposé une architecture de conduite qui finalement permet de lier l'ensemble des outils qu'on a proposés dans une même architecture. Et cette architecture de conduite va être basée donc, sur l'ensemble des outils, mais également sur des algorithmes de régulation. Donc on va pouvoir la voir sur ce schéma-là, où on va voir notre système ici environnemental. On va avoir donc, un système SCADA de supervision avec tout ce qui va être interface homme-machine, avec les envois de consignes, la récupération des données. Et par rapport à ce système-là, et des générations, ce qu'on a appelé génération des objectifs et des contraintes de gestion, on va voir ici le mode de fonctionnement en fait, en mode nominal de notre système. Les approches proposées vont être incluses ici au niveau de l'architecture de maintenance prévisionnelle, où on va pouvoir, par rapport aux approches de classification, détecter l'état courant de notre système, l'état futur, et proposer des actions de maintenance au niveau des ouvrages. Et on va pouvoir aussi ici, donc, à un plus haut niveau, adapter les stratégies de gestion, les stratégies de conduite par rapport à la supervision, donc l'état, la détermination de l'état du système à un instant T, son état futur et l'adaptation de la stratégie en continu. Et donc on va pouvoir suggérer donc, aux gestionnaires de nouvelles stratégies pour pouvoir améliorer leur gestion. Donc le quatrième et dernier exemple, c'est la conduite, donc toujours pareil, du bief Coinchy-Fontinette en période de crue. Donc la particularité de ce bief, c'est qu'il est perpendiculaire au bassin versant. Donc on a tout un tas de rivières qui vont s'écouler, donc qui vont se déverser, qui vont avoir la possibilité de se déverser dans le bief, et d'autres où on va avoir des systèmes par siphon où les rivières vont passer en dessous du canal. Le problème, c'est qu'on va avoir, donc en période de crue, des déversements naturels de ces rivières dans le canal. Et par conséquent, le canal va être soumis à des phénomènes de montée des eaux. Donc par rapport à l'approche, ce qu'on propose, c'est par rapport à un modèle prédictif de crue,
être capable d'adapter la gestion du bief. Donc là, en l'occurrence, c'est une simulation ça doit être sur 2 jours, avec ici la prévision du phénomène de crue à 24 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le débit d'alimentation du canal de façon en fait à limiter son niveau. Et par la suite, on va donc, par rapport à cette diminution de l'apport et du niveau d'eau du canal, on va être capable en fait d'absorber la montée des eaux au niveau du bief. Donc ça, c'est des premiers résultats de la conduite de ces systèmes en période de crue. Donc, je vous ai présenté en conclusion l'ensemble des techniques de modélisation et de suivi de systèmes environnementaux que nous proposons, qui sont basées sur des méthodes d'identification de modèles dynamiques. Donc encore une fois, j'insiste bien sur le fait que les techniques que l'on propose sont basées avant tout sur les données mesurées. On a proposé donc des approches incrémentales pour la classification dynamique, pour cartographier les modes de fonctionnement du système avec des indicateurs de changement, voire de prévision du système. Et par rapport à l'ensemble de ces outils, des stratégies de conduite anticipatrices et correctrices. Alors les avantages, c'est que les approches s'affranchissent d'une connaissance exhaustive du système. On va pouvoir suivre les évolutions de système au cours du temps, anticiper les phénomènes exceptionnels, voire anormaux, et adapter la conduite de ces systèmes environnementaux. Et pour finir, donc, pour plus de détails, donc, il y a le site donc, de notre unité de recherche, le projet GPETO, qui est un projet donc, financé dans le cadre du GICC, donc, sur le changement climatique, qui a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique sur les voies navigables. Et bien, juste un clin d'œil, parce que je passe mon AGR donc, le 9 décembre, donc, qui s'intitule « Contribution à la modélisation et à la conduite adaptative des réseaux hydrographiques », sur lesquels je reprends en fait, l'ensemble de ces activités. Donc, vous êtes bien entendu invité à Douai. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, y a-t-il des questions ou commentaires ? Bon, je vais peut-être quand même vous en poser une à ce moment-là. Oui. Donc, travaillez beaucoup sur comme vous dites, sur les données. Ça, vous avez des systèmes entrée-sortie, puis vous dites, bon, moi, ce qui se passe dedans, je ne veux pas trop le savoir, je ne veux pas le modéliser très fort, parce qu'il faudrait une connaissance exhaustive. Est-ce que vous pouvez quand même mettre, quand vous avez certaines informations autres qui ne sont pas dans les données, comment vous les intégrez? Vous savez le faire? Comment ça se passe? On les prend en compte. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à ce système-là, on utilise à la fois les modèles, on va dire, physiques, donc pour avoir une information, mais également des données, enfin des approches basées sur les données. Et l'idée, finalement, donc on a proposé ces contributions aussi, c'est de pouvoir en fait étudier la complémentarité entre ces deux approches. Pour un tel système, je vais prendre l'exemple du bief Coinchy-Fontinette, on a plus de 300 entrées non mesurées sur l'ensemble du système. Donc ça donne beaucoup d'incertitudes qui, par rapport à un modèle physique, donc on s'en approche. Hein, je veux dire, je ne dis pas du tout que les modèles physiques sont à jeter, loin de là, puisque ça nous apporte une information. Mais par rapport à l'ensemble de ces incertitudes, les 300 rejets ou prélèvements sur l'ensemble du système, on va avoir du mal en fait à avoir une connaissance de l'ensemble de ces systèmes. Par rapport à l'approche boîte grise qu'on a proposée, quelque part on capte cette information et on est capable de la reproduire. Voilà. D'accord. Oui. Bernard. Oui, j'ai peut-être mal suivi, mais je n'ai pas complètement compris ce que vous appelez anticipation. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des changements dans les données et à ce moment-là, vous agissez, enfin vous faites modifier votre modèle. Alors, au niveau de l'anticipation, c'est qu'on va détecter en fait un changement au niveau de la dynamique ou du comportement du système. Et on va être capable, par rapport à nos métriques, de les définir sur un horizon futur, c'est-à-dire de prédire l'état futur de mon système. Et par rapport à cette connaissance de l'état futur, je vais être en mesure d'adapter les stratégies pour pouvoir justement gérer mon système au mieux malgré ces aléas ou on va dire ces situations anormales.
Donc en l'occurrence, là, pour une période de crue, si je suis capable de prédire suffisamment en avance l'occurrence d'une crue, ben, je vais mettre en place des stratégies de gestion avec de nouvelles consignes pour pouvoir absorber ce phénomène de façon anticipée. J'étais intéressé par les processus d'optimisation. Alors, je ne connais pas l'optimisation sparse, mais est-ce que dans le corpus de méthodes que vous avez exploré, vous avez croisé des méthodes d'optimisation style heuristique, essaim de particules ou colonies de fourmis qui permettent d'optimiser, par exemple, en environnement, des implantations de forage ou de captage? Ça, non, et l'optimisation sparse, alors l'optimisation sparse, dans notre cas, c'est qu'on est capable, par rapport aux approches d'identification proposées, on est capable de modéliser, d'obtenir un modèle valable du système si on n'a pas par rapport à la séquence de données qu'on a, si on n'a pas beaucoup de données manquantes, en fait. C'est dans ce sens-là, en fait, modélisation sparse. Parce que jusqu'à présent, tous les modèles d'identification qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va prendre une séquence de données fiables, avec des données supposées correctes, avec une séquence, et par rapport à ces séquences, on va venir identifier le paramètre. Et ensuite, on va tester le modèle sur d'autres séquences pour valider notre modèle. La modélisation sparse, elle s'affranchit de ces séquences avec une richesse, si vous voulez, au niveau des données disponibles. Donc c'est plus au niveau de la méthodologie d'identification. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on est même on est capable d'identifier les paramètres même si on a une séquence avec des données manquantes. Tout à fait. Donc on n'est même pas obligé de réconcilier les données.